Bonjour tout le monde, bienvenue à ce grand entretien avec Rémi Gérard, votre président de la 12e édition du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. Mon nom est Alexandre Leclerc, je suis directeur général de CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke, et animateur de Ciné-Histoire. Puis j'aurai l'honneur, en fait le privilège, d'animer ce grand entretien. Évidemment, on aura l'occasion au cours de la prochaine heure, je vais parler dans mon micro, d'approfondir l'immense carrière de l'un des acteurs les plus appréciés des Québécois et Québécoises. C'est depuis plus de 45 ans qu'on peut apprécier son talent au petit et au grand écran. Rémi Gérard, j'espère que le compte est bon, mais c'est 63 films, c'est 58 participations à des séries télé, 37 pièces de théâtre, 7 prix d'interprétation et 14 nominations supplémentaires. C'est un acteur qui a fait sa place dans le cinéma québécois par son authenticité, par son intensité et par sa versatilité. Qu'il joue dans une comédie de Molière ou un coach de hockey, qu'il ait un rôle principal ou secondaire, il y a une constante dans tout ça, c'est que c'est souvent le meilleur élément d'un film, celui qui nous reste le plus en tête. Évidemment, il a participé au succès populaire du cinéma depuis les 30 dernières années, en plus d'avoir joué dans à peu près tous les films qui ont gagné des prix à l'international. Je pense qu'on manquera pas de sujet au cours de ce prochain 90 minutes, et c'est vraiment un privilège, comme je le mentionne, de le recevoir aujourd'hui. Sachez, j'imagine que vous l'aviez remarqué, que ce sera capté. Donc, si jamais il y aura une période de questions après l'entretien, si jamais vous ne voulez pas que votre question soit enregistrée, soit le mentionner au micro, ou sinon venez voir quelqu'un de l'équipe technique après l'enregistrement, puis on va vous effacer au montage. Donc, on vous a contacté un petit montage, en fait, pour vous mettre l'eau à la bouche de cette immense carrière. Le cinéma québécois étant ce qu'il est, beaucoup d'extraits avant les années 2000, des fois la qualité laisse un peu à désirer, mais ça ne fait rien. Je pense qu'on va pouvoir constater l'ampleur, justement, de cette immense carrière. Donc, sans plus attendre, voici cette brève rétrospective carrière en vidéo. Correct, vous êtes du bœuf, vous pouvez sortir, c'est le petit gars d'épicerie. Thanks, mon gros cheese. Et voici maintenant Monsieur Ovide Plouffe. Hey, fais pas le fou, toi, là! Ah, c'est un bandit! Hey, c'est une farce. Donnez-moi ça. OK, tu peux rasseoir tout le monde, c'est pas grave. Le revolver est même pas chargé. J'ai toujours eu horreur, mais alors là, horreur de ça. Les heures d'enfer que j'ai passées sur des pistes de danse, juste pour faire plaisir à des femmes. Le pire, Rémi, le pire, c'est les conversations. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Alors, vous êtes mon amour. Joue-moi quelque chose de plus rapide. Imagine-toi que t'es sur le train et que c'est toi qui cours après les méchants. Regarde les méchants. Bon, attention, ça prend une explosion. Là! Là! Trop tard! Trop tard, trop tard! Merci, bol, boss. Tout fait de rançon au café, là. Il y a un café, c'est 60 cents. 60 cents, c'est 30 circulaires. 30 circulaires, c'est 30 portes. Simon le magicien! Par la puissance de ma pensée, je peux séparer en deux les eaux du Jourdain. Ouais, ça rentre le nouveau jingle. Ça fait du bien, c'est évident. Ça rajeunit. Ah ouais. Roger Tremblay, je vous remercie. Ma femme est déléguée. Elle vous remercie aussi. Pierrette. Je vous présente Roger Tremblay, ma femme déléguée générale. Merci. Pierrette. T'as Shirley, toi? Ben oui, c'est vrai. Toi, tu t'es fait voler par un gars des Maple Leafs, hein? Ben oui. Et le soir, les Maple Leafs jouent au forum contre je sais plus qui. Canadien, peut-être? Il y a rien à Québec, il n'y a rien à Ottawa, il n'y a rien à Montréal. Ça recueille de m'envoyer une petite fille qui s'est fait voler sa Barbie quelque part dans le monde. Ah ouais, dans le lit, maudite chanceuse. Vous permettez. L'Italie est ici. Tell me, Valier, do the Catholics around here spawn on Sunday?
I don't think so. Then these fish are definitely Catholics. Je suis rendu conseiller en conscientisation féminine. Je donne des ateliers d'accouchement. Baptême, il te fou? Je t'aime, baptême. T'attends pour arrêter le baptême! Pourquoi? Mais pour remonter ton toit innocent! Ben, c'est ça, baptême! We're gonna make a first currency trip between our two countries quite soon, right, bro? You sure don't want to be here? What is this dude talking about? Let's pick up. Freeze! Don't move! So, Monsieur Frey, your arrival caused quite a stir in our refugee community. Why, yes, it took me quite by surprise. Oui, non, c'est la fin. Ouais, qu'à Québec, ils s'inquiètent d'un commerce de boissons dans la région. Peut-être même ici, à Saint-Adèle. Fin des années 70, la Chine s'ouvre à l'Occident. Wu Jing s'en vient en visite culturelle à Montréal, alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service. Parle-tu français? Parce que moi, je parle pas anglais. Petit peu. Les étuaires, ça, c'est une chose, mais pour des parfums, là... Hein? Tu comprends? La première joute de la semi-finale, je dis, j'ai pas formé. La deuxième joute, c'est pas bien mieux non plus. C'est pas n'importe quel club, OK? Quand t'acceptes de jouer pour mes boys, faut que t'ailles le pas tatoué sur le cœur. Puis dans mon livre à moi, les boys qui sont ici, ils l'ont toutes. Toi, ce que t'as dans le cœur, c'est un signe de place. Non, mais dans mon livre à moi... Vous écrivez aussi? Non, c'est une expression que j'aime bien. Quoique, je dis pas qu'un jour, j'écrivrai pas. C'est bon, la musique! Dans mon livre à moi, pour manger, y a rien qui bat Frank Sinatra. Bon, ben, moi, je sais pas, le dernier film québécois que j'ai vu, c'est Slapshot. Ouais, film américain, ça. Non. Non, dans mon livre à moi, Paul Newman, là-dedans, il parlait à québécois. On peut plus écouter ce que disent les docteurs, aussi bien de se tirer une balle dans la tête, hein? Tiens bien ça. Hein? Ben? Il respire encore, regarde ça. Steve, Sébastien. Tu peux avoir une déposition? Tu vas en avoir une. Bonjour, monseigneur. Comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux, Monsieur Pronovo. Ça vous console de savoir que l'assassin de votre femme est en prison. Ça rend votre vie plus supportable, ça. J'ai une révélation pour aujourd'hui, Jérôme. Une révélation. On va tous mourir un jour. Même moi, effrayant. Vous savez, votre mère était plus qu'une employée pour moi. Ma défunte épouse et moi, on vous considérait un peu comme notre famille. Alors, j'ai pas pu refuser. C'est ça directement au Bermude. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué. Qui je serais si j'étais resté ici, une peine imbuvable, à qui la faute? Nathalie? Oui, c'est moi. Nathalie? J'avais très hâte de vous rencontrer. Je comprends ça. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Rémi Girard. Envoyez dans la lumière, maudit chanceux. Ça a fait le tour, ça. Ouais. C'était pas dans le scénario, d'ailleurs. Ah non? Non, ça m'est venu sur le plateau. Maintenant, vous êtes pris avec. Envoyez dans le lit, maudit chanceux. Là, c'est pour ça qu'elle est tellement surprise. Pauline, la regrettée Pauline. Pouvez-vous croire que j'ai même pas mis tous ces films? c'est dire l'ampleur de votre très grande carrière. Écoutez, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes quand même le président du Festival Cinéma du Monde. Président du jury. Oui, président du jury, pardon. Qu'est-ce qui vous a fait accepter justement cette présidence? Ben, j'ai déjà été dans des jurys dans d'autres festivals. Et puis pour moi, ben comme j'habite la région depuis 27 ans, et donc c'était comme pour moi naturel, normal
d'être le président du jury du Festival de Sherbrooke, qui, soit dit en passant, présente des films assez extraordinaires. Jusqu'à maintenant, là, je suis un peu en bas de ma chaise. Je vois des films que vraiment... Puis c'est ce qui me fascine dans ce festival-là, c'est qu'on voit des films qu'on probablement on verra pas. C'est une sélection mondiale, et puis... Vraiment, j'aime beaucoup ça. Je m'amuse beaucoup à ça. Ça va être difficile. Oui, hein? Les choix vont être très difficiles pour le jury, oui. Est-ce que vous êtes un consommateur, justement, de films internationaux comme ça? Oui, j'écoute beaucoup. Je regarde. On dit toujours, j'écoute des films. On regarde des films, puis on écoute la radio. Je vois beaucoup de films sur les plateformes, bien sûr, comme tout le monde, mais en salle aussi. Pour nous autres, pour ma blonde puis moi, d'aller au cinéma, c'est encore une sortie. Là. C'est le restaurant après. Puis, pour moi, puis, on a le beau bien à Montréal, le cinéma du Parc, qui présente des films de répertoire, tout ça. J'aime bien ça. J'aime bien aller au cinéma, oui. On va entrer, dans le fond, l'entrevue va être divisée en 5 blocs pour essayer de faire un peu de sens dans cette très grande carrière. Donc, on va commencer justement par parler de vos débuts. Vous êtes né à Jonquière. Ouais. Vous avez quitté, après l'école secondaire, en fait, vous avez quitté pour Québec. Puis, évidemment, ça vous a mené vers le Conservatoire de théâtre à Québec. C'est arrivé comment, cette passion pour le jeu-là? Ben moi, j'ai toujours eu, quand j'étais à Jonquière au cégep, je faisais partie de la troupe Les Arlequins, je faisais du théâtre amateur. J'ai toujours fait... la première fois que je suis monté sur une scène, j'avais 13 ans. J'avais joué une fable, j'avais récité une fable de La Fontaine. C'est sûr que je pensais pas jamais à cet âge-là que je ferais une carrière de comédien ou en cinéma, c'est sûr, mais j'ai toujours aimé ça. Après ça, j'étais dans les troupes de théâtre. À l'Université Laval aussi, j'étais en droit à l'université. Et puis, je faisais partie de la troupe des 13. Et puis, finalement, j'allais plus à mes cours, puis je faisais du théâtre à la troupe des 13. Fait que là, à un moment donné, j'ai annoncé à mon père, après 2 ans et demi de droit, il me restait 6 mois pour avoir mon bac, que non, finalement, je ne serais jamais un avocat et que je venais de m'inscrire au Conservatoire de Québec en théâtre et que j'allais faire mon cours de théâtre. Il y a le cœur solide. Ouais. Le pire a le cœur solide. J'ai toujours pensé, moi. Mais quand j'y ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, ben là, j'en ai encore pour 3 ans, là, au Conservatoire de théâtre. Mais quand il a vu que je partais au Conservatoire de théâtre, là, il a dit, oh, il est sérieux. Il est vraiment sérieux. Parce que puis mon père, il était en politique beaucoup. Il était journaliste. Fait que c'est lui, l'un d'eux, qui était connu. Et puis moi, des fois, je disais, ben moi, je suis le père de Fernand Girard parce qu'il était député de la région chez nous au Saguenay. Je suis le fils de Fernand Girard. Puis quand j'ai commencé après ça en théâtre, je disais, moi, je suis le père de Rémi Girard. Mais ça a été comme ça que j'ai décidé de... Bon, j'ai dit, je vais faire un acteur, je vais m'essayer parce que... Ouais, on sait jamais. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. Je peux vous dire, parce que moi, j'ai déjà enseigné à l'École nationale de théâtre. Je sais pas comment, mais il doit sortir à peu près peut-être une 50aine d'étudiants en théâtre chaque année qui ont fait 3 ans d'études. Et là-dessus, il y en a 10% qui vont réussir. Et c'est très difficile. C'est très difficile de percer. Mais c'est la réalité, je dirais, dans tous les pays du monde, c'est pareil. Ouais. Mais ceci dit, t'as pas besoin non plus de faire d'école de théâtre parce que il y a des acteurs, des actrices qui ont été connus par la télévision, mais qui n'ont jamais fait d'école de théâtre. Benoît Brière, oui, Benoît a fait l'école, mais Benoît a été connu par les commerciaux de Belle, tu sais, je veux dire. Ouais. Je pense que c'est le seul acteur qui a été connu par un commercial au Québec. Non, mais c'est vraiment ça qui m'a décidé, et puis j'ai jamais regretté. Ouais.
Même si vous avez joué dans quelques films dans les années 70 et 80, c'est véritablement avec le déclin que vous allez obtenir justement votre premier rôle substantiel, puis du même coup un succès critique et populaire. On va y revenir plus tard au déclin, mais je veux comprendre un peu ce qui vous occupe dans les 10-15 premières années de votre carrière, parce que vous arrivez un peu sur le tard. Vous êtes occupé au théâtre, notamment? Oui. Moi, après le conservatoire, je suis embarqué dans un théâtre de tournée qui s'appelait le Théâtre Parminou, qui existe toujours, d'ailleurs, à Victoriaville. Et on faisait du théâtre de tournée. Et on allait jouer dans des endroits où les troupes de théâtre professionnels qui faisaient de la tournée n'allaient pas. On jouait dans des gymnases, dans des écoles, partout à travers le Québec. Et on avait un camion dans lequel on mettait tout notre équipement. On arrivait dans une place, même s'il n'y avait pas de projecteur, rien, on installait tout. On avait même une scène qu'on pouvait monter des tréteaux. Et on jouait. J'ai fait ça pendant... j'ai été dans le théâtre parmi nous pendant les 3 premières années. Mais moi, j'aimais ça parce que j'étais le seul qui fait conduire le camion. J'étais le seul qui conduisait à la mitaine. Je conduisais le truck de décor. Puis il y avait toujours des discussions avec le public après un spectacle. Mais moi, je me tentais pour lui dire. Fait que je disais, je peux pas, il faut que je monte le décor, puis il faut que je m'en aille. Parce que moi, j'arrivais avant tout le monde dans l'après-midi. J'arrivais avec les décors, les éclairages, tout ça. Fait que j'étais comme un peu loner dans mon camion, qui était un camion de la laiterie Laval à Québec, un ancien camion, un camion de lait, en fait. Et avec les grosses boîtes carrées en avant. Puis une espèce de nez là, qui dirait qu'après le camion, il n'y a pas de cabine. T'es vraiment dans le camion. Et quand il faisait bien chaud, il sentait le petit lait. Mais j'ai été... Puis après ça, pendant 5 ans, quand même, j'ai eu un théâtre à Québec. J'ai eu un café-théâtre qui s'appelait le Théâtre du Vieux-Québec, avec 2 de mes associés. C'était Denis Denoncourt, qui n'a rien à voir avec Serge Denoncourt. C'était quelqu'un qui construisait des décors, s'occupait des décors, et Marie-Hélène Gagnon, qui était metteur en scène aussi. Et c'était un théâtre, café-théâtre, 180 places, avec un bar et tout. Et on a fait la pluie puis le beau temps dans ce théâtre-là, parce que ça a été vraiment extraordinaire. Et on faisait des spectacles de création. On avait toujours j'ai écrit beaucoup de pièces là-dessus, dans ce théâtre-là. On avait même écrit une sur le référendum de 1980, parce que je m'étais dit, il faudrait qu'on fasse notre part, d'autres aussi. Fait que j'ai écrit une pièce qui s'appelait Référendum. Et c'était une pièce qui était... ça se passait dans un studio de télévision. En fait, c'était un quiz entre M. No et M. Ouimet. Et on en profitait pour donner notre avis sur le référendum. Et il y avait des commerciaux. Et c'est la première fois, je peux le dire, la première fois au Québec que dans un théâtre, on s'est servi de la vidéo. Parce qu'on avait des écrans des moniteurs télé dans la salle et on avait enregistré des commerciaux avant sur les rubans magnétoscopiques. On avait loin un gros magnétoscope de studio. Là, ça, c'était une autre affaire. Et tous les commerciaux avaient rapport au référendum. On a commencé à jouer au mois de novembre et c'est allé jusqu'au mois d'avril. Parce qu'on a tout annulé les autres spectacles parce que ça marchait du tonnerre de Dieu, c'était plein tous les soirs. Tous les ministres, les députés du Parti québécois sont venus, sauf René Lévesque. On voulait. Puis là, les gars, ils disaient, M. Parizeau, il avait dit, j'ai dit, va voir ça, René. Va voir ça, tu vas aimer ça, tu vas rire. Il n'osait pas, il n'est pas venu. Et puis, on a joué, c'est ça, pendant 4 mois, puis... ça a été... mais dans ce théâtre-là, je me suis amusé beaucoup. On s'est amusé beaucoup à faire des créations. J'étais là 5 ans avant de m'en venir à Montréal au début des années 80. Est-ce que c'était le but d'arriver un jour au cinéma ou si le théâtre, ça vous a Non, le cinéma, c'est vraiment... moi, je pensais jamais, aujourd'hui, avec le recul, que je gagnerais ma vie au cinéma, principalement. Quand tu sors d'une école de théâtre, tu fais que
Le théâtre, moi, à Québec, à ce moment-là, là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de théâtre professionnel. Il y a le Trident, et puis il y avait l'Abordé, et puis il y avait nous autres, le théâtre du Vieux-Québec. Et donc, tu fais pas une carrière en télévision. Pas vrai, ni en cinéma. Fait qu'au bout de 5 ans, j'étais un peu étonné de m'écrire mes rôles moi-même au théâtre. Fait que je vais aller. Puis il y avait beaucoup. Je dois dire que notre salle était située au plein cœur du quartier latin, plein cœur au coin de la rue Saint-Jean et Saint-Stanislas. On était ouvert 11 mois par année, 7 jours par semaine. Sauf le mois de juin pour le festival d'été. C'est de la job, là. On est là tout le temps. Puis quand on jouait pas, ben on accueillait des spectacles. Alors, plein de d'humoristes, Risset Barrier, le chanteur, est venu faire des spectacles chez nous. Paul et Paul, Claude Meunier, Grisé et Serge Thériault sont venus jouer chez nous. Luc Durand qui était venu faire un spectacle. Fait qu'on accueillait beaucoup de gens de Montréal, des spectacles de Montréal. Donc, j'ai connu beaucoup de gens du milieu à Montréal. Fait que quand je suis arrivé à Montréal en 80, je connaissais beaucoup de gens dans le milieu, puis j'ai tout de suite commencé à travailler avec Meunier puis sa gang, et Louis Saya. Puis on travaille encore ensemble après tant d'années. Ouais. On va parler de cinéma, là. Inquiétez-vous pas, mais je veux profiter de ce premier bloc-là justement pour parler un peu de théâtre, parce que moi, pas ce qui me fascine, là, mais c'est que vous avez tellement joué à la télévision, au cinéma, mais en parallèle, vous continuez à jouer au théâtre. C'est important pour vous? Beaucoup. Moins maintenant. Ouais. Quoique là, je vais jouer cet été. Là. On va reprendre un spectacle à Sainte-Thérèse, au Théâtre Lionel Roux, à Sainte-Thérèse, qu'on a joué au Rideau Vert il y a quelques années, qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ». Et c'est une comédie absolument hilarante, et puis on va la reprendre. Ça va faire, je pense, un bon bout de temps que j'ai pas joué au théâtre. Et puis, c'est ça, donc j'ai... D'ailleurs, comme tu disais, si on parle de cinéma, le premier film, le premier film que j'ai fait, c'est avec Denis Arcand. J'avais un petit rôle dans Le Crime d'Ovid Plouffe, tout ça. Et puis après, il m'avait dit, ben écoute, il dit, le prochain qui s'en vient, là, je pense que j'ai quelque chose de bon pour toi. Ah ouais. Fait qu'il dit, je t'envoie le scénario, puis tu me diras ce que t'en penses. Et c'était Le déclin de l'Empire américain. Tu refuses pas ça? Non. Ça se refuse pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est lui que... C'est Denis qui m'a fait connaître le cinéma. Et je pensais jamais que je ferais principalement du cinéma. Comme tu dis, je viens de finir mon 63e film, là. Puis j'ai joué presque autant en anglais qu'en français. J'ai travaillé beaucoup aussi dans des séries télé anglophones et francophones. Ouais. On va passer au deuxième bloc, justement. Vous avez ouvert la porte avec Denis Arcand. Ce deuxième bloc-là, que je dirais des grandes collaborations, parce que vous avez travaillé souvent avec certains réalisateurs. On va commencer par Denis Arcand. C'est celui avec qui vous avez travaillé le plus au cinéma. Le Crime d'Ovid Plouffe, Le déclin, Jésus de Montréal, Montréal vu par. On a vu un petit extrait, là, c'est un film d'anthologie pour les 350e de Montréal. Les Invasions barbares, évidemment. La chute de l'Empire américain, Testament. Comment s'est passée justement cette première rencontre-là? C'est pas ça, cette première rencontre-là qui vous a offert le scénario? C'est ça, je veux dire que Denis et moi, c'est 40 ans de collaboration. 7 films en 40 ans, c'est quand même... Non, la première fois, c'est que c'est ça, il m'envoie le scénario, puis je dis, ben oui, je veux le lire. Fait que là, il dit, oui, mais il dit... il va falloir que tu passes une audition. Lui, c'est ça, c'est important de dire qu'il m'avait vu jouer au théâtre. OK. J'avais fait une pièce de théâtre avec Marie Tifo et Yves Jacques. Ça s'appelait Un peu plus qu'un peu moins. C'est un texte qu'il avait écrit. Le seul texte qu'il n'a jamais écrit pour le théâtre. Okay. C'était comme une pièce à sketch où il y avait plusieurs auteurs qui avaient écrit des petits bouts. Et lui, il avait écrit ce petit segment-là que je jouais avec Marie puis Yves Jacques.
Puis je me souviens qu'il était arrivé en coulisses après, puis il m'avait dit « T'as joué ça exactement comme je l'entendais dans ma tête, quand je l'écrivais. » Puis ça a toujours été ça. Il m'a toujours dit « Moi, je les écris, toi, t'es dit, puis ça marche bien de même. » Non, on change pas ça. Et après ça, il y a eu le petit rôle dans le crime d'Ovid Plouffe, mais c'est surtout le déclin, où là, tout a commencé. Et là, il m'a envoyé le scénario, puis il dit, bon, puis, ben là, tu t'attends pas à ce que je te dise non, quand même, ça. Non, mais non, j'ai dit, c'est incroyable. Tu vas me faire dire ça? J'ai dit, oui, les femmes vont me tuer. Non, pourquoi? Parce que c'est toi qui vas le dire. Là, je lis le scénario, j'ai fait. Il me rappelle, ah oui, je t'avais pas dit, mais c'est nouveau, il va falloir que tu passes une audition. Ben là, je dis, Denis, tu m'offres le rôle, après ça, tu n'es pas à l'envers du beau sens. Mais tu passes l'audition avant. Puis tu l'as écrit pour moi, le rôle. C'est pour ça qu'on s'appelle Rémi, Dominique, dans le livre, dans la pièce, dans le film. C'est que quand il écrivait, il ne savait pas encore le nom des personnages. Fait qu'il disait, Rémi va dire ça, Dominique va dire ça, Pierre va dire ça, Pierre Curzi. Puis quand est venu le temps de donner des prénoms aux personnages, il a dit, ben, on va lui garder le prénom, ça marche très bien de même. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Alors, j'ai dit, tu vas passer une audition. J'ai dit, OK, pas de problème. Et l'audition, c'était la scène quand je fais ma crise, là, on était en train de mettre la table, puis là, il parle de sa femme qui est en amour avec son professeur de... Et c'est un grand monologue de 4 pages. Tu sais, Danny est fort là-dessus. Et puis, alors, il dit, c'est ça. Alors. Fait que j'arrive, je me souviens, dans les studios de l'ONF, l'ancienne ONF, là, sur le boulevard Sainte-Croix. Et puis, il dit, t'es-tu prêt? Oui. Il dit, t'as appris tes lignes? Mais je dis, oui. C'est quand même 4 pages. On dit, oui. Il dit, t'es-tu bon? T'es-tu d'aplomb, là? Oui, je regarde, Denis. Puis là, moi, innocent. Il dit, c'est juste une audition, là. C'est pas grave, là. Il me regarde. Hey, les producteurs, ils te veulent pas. Ils te veulent pas dans le rôle. Ils veulent rien savoir. Ils veulent engager Michel, un autre acteur. Fait qu'il dit, t'as besoin d'être bon, mon sacrement, parce que si je t'assure, j'ai gagné l'audition, faut croire. Mais à un moment donné, tu t'embarques là-dedans, tu te rappelles plus de rien. Tu te rappelles plus ce qui s'est passé. Tu t'envoies le texte, tu le fais. Puis eux autres, c'est ça. C'était les débuts où on filmait en vidéo, là. Et puis, il avait envoyé ça au producteur. Ils ont dit, ah oui, je pense qu'il va être correct dans le personnage. The rest is history, hein? Mm-hmm. On est allé, Danny puis moi, on est allé le plus haut qu'on peut aller. Cannes, les Oscars. Tu peux pas taper ça dans la vie, là. Je me souviens quand il m'a appelé, là, je saute quelques années, et il m'a appelé la semaine où on a été choisi en sélection officielle à Cannes pour les invasions barbares. Fait qu'il m'appelle. On est au mois d'avril. Là, c'est ainsi parce que ça se décide, là. Cannes, c'est là que ça se décide, là. C'est mi-avril. Puis là, il m'appelle. Je dis, oui, comment ça va, Denis? Ça va bien? Es-tu bien assis, là? J'ai dit, non, mais je vais m'asseoir. Fait que, merci. Là, il dit, on vient d'être sélectionné à Cannes en compétition officielle. Là, il y a un grand silence. Moi, je sais pas quoi dire. Lui, il vient de l'apprendre. Il vient d'avoir le téléphone, là. Là, il y a un grand silence. Puis là, à un moment donné, j'entends à l'autre bout. Rémi, quoi? On n'est pas pire, hein? Ouais. Ouais, Denis, on n'est pas pire. Ouais. C'est incroyable, tu sais. Puis monter les marches à Cannes, là, tu fais ça une fois dans ta vie, c'est quelque chose, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça a été une collaboration très, très, très serrée pendant... Là, je sais pas s'il écrit encore, mais... Puis là, je n'étais même pas supposé être dans le testament. Okay. Il avait commencé à faire des auditions, puis ça marchait pas, puis bon, je sais pas, il voulait changer, tu sais.
Puis là, il m'a appelé, veux-tu bien faire qu'on prenne une bière, là? Je dis, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça fait je pose des auditions, puis je suis plus capable. Lis ça, c'est toi qui vas le faire, ou c'est tout. Là, ça va bien marcher. Ah ouais, non, c'était, nous autres, on était... À un moment donné, dans les invasions barbares, j'avais un grand, je sais pas si vous avez vu le film, un grand monologue. Pendant 4 pages, je vous expliquais à quelle femme je pensais quand je me crossais, quand j'étais étudiant. Et là, c'est long, il y a 4 pages. Puis, puis là, j'en fais une prise parce que Denis dit, on découpe pas, je dis, on le fait d'une shot. Tout. Et t'as affaire à savoir ton texte. Hein. Et là, à un moment donné, il dit, on va le refaire. Je dis, Denis, t'es pas bonne? Non, t'es excellente. C'est juste, il dit, t'as changé un petit mot, là, au milieu. Là. Bon, t'as dit quelque chose qui voulait dire la même chose, mais j'aimerais ça qu'on le refasse avec le petit mot. Ah bon? Hey, je dis, Denis, si bol t'es rendu fossé. Il dit, quand on tournait le déclin, changer un mot, c'était correct, tu sais, tu disais rien. Là, il me répond, ça, c'est ça, ça, les mots. Ah oui, mais quand on était dans le déclin, t'étais pas bon. Là, t'es bon. Ça fait que tu vas dire les mots que j'ai écrits. C'était toujours comme ça, et c'est toujours comme ça entre nous, même dans la vraie vie. C'est parce qu'on n'a pas besoin de finir nos phrases. Ma blonde, des fois, elle dit, mais là, vous avez fait des jokes? Je dis, oui, mais j'ai pas compris le punch. Je me dis, pas besoin, on le dit pas, parce que... on l'entend dans notre tête, le punch. Là, je ne sais pas s'il est en train d'écrire encore, mais ça m'étonnerait qu'il soit pas en train d'écrire. Tu sais. Fait que ça a été comme ça une collaboration. Là. On a eu beaucoup de succès à l'étranger aussi, il faut le dire. Bien, vous avez un peu répondu à ma question, mais je vais la poser pareil. Évidemment, le déclin s'est promené un petit peu partout et même considéré comme un des films, un des meilleurs films québécois de tous les temps. C'est un film, je sais pas, mais c'est un film culte, en tout cas. Il y a des films comme ça. Mais ça se sent au scénario, ça? Est-ce que vous sentiez que vous aviez... C'est-à-dire que non. OK. Non. Surtout pas. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, c'est bien, c'est drôle. Tout ça, puis je connais l'humour de Denis, puis je savais que ça, quand je me mets à parler de... Moi, je dis toujours, au cinéma, je parle 3 langues, le français, l'anglais et le Denis Arcand. C'est vrai, parce qu'il y a une façon d'écrire les phrases, puis il y a une façon, il y a un ton que moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je pense, mais ça marche, tu sais, ça marche, puis je le fais rire aussi, fait que ça aide. Ouais. Et c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je parlais de... Ben, est-ce que ça se sent au scénario? Oui. Ouais. Ben, quand j'ai lu ça, j'ai dit, c'est assez audacieux, tu sais, mais... puis en plus, c'est 8 personnes qui se parlent en faisant un poteau au saumon, tu sais, là, tu dis que c'est qu'il y a de drôle là-dedans. Mais il y avait... Moi, je trouvais ça drôle. Je disais, mais il y avait notre distributeur, René Manlou. À un moment donné, quand on était en tournage, puis tout ça, puis il était venu sur le plateau, c'est lui qui distribuait le film. Il dit ça, mes amis, c'est un sleeper, ça. Hein? C'est quoi ça? C'est sleeper. C'est quoi un sleeper? Il dit ça, il dit un sleeper, c'est un film qui a l'air de rien. Puis à un moment donné, wow, ça part. Puis on venait d'avoir l'exemple, justement, avec The Big Chill aux États-Unis. Hein? Qui est un film qui... Souvent, les gens comparaient les deux films. Parce que, rappelez-vous que le Big Chill, aujourd'hui, on dit, ouais, mais c'était toutes des vedettes. Pas quand ils ont tourné The Big Chill. On les connaissait pas, personne. Et ils sont devenus des stars tout de suite après. Donc, c'est ce genre de choses-là, tu te dis... C'est pour ça que je dis, on peut pas prévoir... qu'est-ce qu'un film va faire puis comment ça va marcher. Il y a trop de choses qui sont incontournables ou imprévisibles. Ouais. J'ai le goût de peut-être aller à une autre collaboration. Si jamais vous avez des questions sur l'œuvre de Denis Arcand aussi, je vous invite à le faire après. Je veux parler en fait de Georges Mihalka, de votre travail à vous deux. C'est avec lui, si je me trompe pas, là, que vous connaissez pas mal votre premier succès télé.
avec Scoop. Et aussi, je vais dire, succès populaire avec la Florida, là, même si le déclin est culte et puis le Jésus de Montréal s'est rendu la Florida, loin. La ça Florida, a marché. ouais. Un soir, il y a un cinéma qui appelle En Panique. Le distributeur, le producteur, le distributeur. Là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un gros problème. Là, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On manque de popcorn. C'est pas des jokes. Non, la Florida, ça a été... oui, Mialka, ça a été la Florida. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce tournage-là? En Floride, en plus? En Floride, oui. Et là, on arrive en Floride 2 semaines après l'ouragan Irma. Je vous dis pas. Et c'est un des plus gros, ça reste encore un des plus gros ouragans, c'est une catégorie 5, je pense, qui est jamais passé en Floride. Alors, tout est détruit. On retournait à Hollywood, Florida, qui était entre Fort Lauderdale et Miami. Il n'y a plus un plywood nulle part. Il n'y a plus, tu sais, les gens des décors sont complètement dépassés. Les techniciens qui travaillent sur le film sont des Américains. Ils viennent de perdre leur maison, leur famille vivent à l'hôtel. C'est l'enfer. Et ce qu'on savait pas, c'est que quand il y a un ouragan, pendant 2 semaines après, ils ont ce qu'ils appellent des tempêtes tropicales. C'est un petit peu moins qu'un ouragan. Mais tu peux pas sortir dehors. Je me rappelle les rues de Hollywood, là, il y avait ça d'eau, là, dans les rues qui coulaient. Puis nous, la Florida, on est dehors tout le temps. Tout le temps! C'est en Floride. Fait que, on tourne pas en dedans, là, puis on avait trouvé un motel dans lequel on tournait. Et ça a été pénible. On a réussi à s'en sortir. Ouais, vous en êtes sorti. Mais ça a été un beau tournage, puis ça a bien marché. Mais tu sais, on avait le motel en avant, il était jaune. Puis le gars, il avait remarqué qu'on filmait pas son motel souvent. Il pensait que ça allait faire de la publicité. Fait que là, il arrive sur le plateau, puis il dit à Mialka, il dit « Oh, monsieur, tout ça se passe en anglais. Ah oui, je voulais vous demander. » Il dit « Oui, ils viennent demain. » C'est ça, mais on avait filmé quand même. On le voyait, son motel. On le voyait des fois dans quelques plans. Puis, il dit « C'est parce qu'à moi, demain, les peintres viennent, puis ils me peinturent tout ça en mauve. » Je fais quoi, moi, là? Là, on le regardait, le tornade. Tu veux combien, là? 5 000 US. OK. Ah non, tu sais, c'est ce genre de choses-là. Oui, on a eu des problèmes de température, mais c'était un tournage, puis ça a marché très fort. Ce qui était agréable aussi, c'est que tous les figurants du film, ce sont des propriétaires québécois d'un motel à Hollywood. Fait que, comme on était en saison morte, fait que Mialka avait eu l'idée, moi, je vais vous engager sur le film. Comme ça, vous faire un peu d'argent, pas énormément, mais puis vous allez travailler dans le film. Puis vous allez, fait que c'était un peu notre référence. Mm-hmm. Parce que si on disait, telle scène, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Non, ça se peut pas vraiment, tu sais. Fait que on pouvait se corriger à mesure avec eux autres. On était devenus comme proches avec eux autres, parce qu'ils étaient là tout le temps. Hein. Je pensais que vous les aviez engagés pour avoir des rabais ces chambres pour l'équipe, non? On était dans un hôtel, un gros hôtel de Miami, là, parce que puis ils nous voyageaient tous les jours. C'était pas loin. Vous avez fait Scoop aussi, là, qui a été quand même important. Scoop, c'était important parce que faut se rappeler que on est en 80, c'est les premières grosses séries de télévision, c'est-à-dire, je pense, par rapport au téléroman. Là, on n'était plus dans le téléroman, c'est-à-dire que c'était filmé sur film, avec des opérateurs et des équipes de cinéma. Et donc, c'est plus le même. C'est comme du film, mais on travaillait donc plus de la même manière. On travaillait plus comme quand on travaillait au cinéma. Et puis c'était je pense qu'il y avait eu Lancé Compte avant, puis nous autres après. C'était comme les 2 grosses premières séries de télévision, là.
En dehors des 3 caméras des téléromans, là, la 1, la 2, la 3, à hauteur de la face. Puis là, c'était comme on était vraiment... on tournait dans un... Vous savez, l'édifice... parce qu'il y avait une grosse peinte de lait à Montréal dessus. Là. Je ne sais plus si elle est devenue une peinte de lait, ils l'ont enlevée. Et c'était une laiterie, une ancienne laiterie désaffectée. Fait qu'on avait loué ça, puis qu'ils avaient construit un décor, toute la salle de presse, tout un journal en décor à l'intérieur de ça. Parce que ça aurait coûté trop cher d'aller en studio. Fait qu'on amenait, on travaillait dans ces endroits-là. Avec Mialka, vous avez fait Le chemin de Damas, qui était un téléfilm, L'homme idéal et Les Boys 4. On va revenir sur les Boys un peu plus tard dans l'entrevue. Je passerai à une autre collaboration marquante, qui est celle avec Yves Simoneau, avec qui vous avez collaboré très tôt dans votre carrière. Dans il était de Québec, lui. Le premier film qu'il a fait, Yves, c'est... Écoute, ça se passait dans un taxi, puis c'était avec Marie Tifo, un court-métrage. Je cherche le titre, là. Mais je Trouble, ne l'ai pas. est-ce que ça se peut? Trouble? Trouble, c'est après. Après? OK. Oui, juste avant. Et en tout cas, je vais le trouver. Et c'était un petit court-métrage dans un taxi. Je pense que c'est la première chose qu'il a faite. Et puis quand j'en ai parlé, il s'en rappelait même plus. Fait que, c'est pour dire que ça fait bout. Ça fait bout qu'il a fait ça. Vous avez fait également Dans le ventre du dragon et Free Money. Je vais revenir à Free Money plus tard. Dans le ventre du dragon, c'est votre première et une des rares quand même collaborations avec Michel Côté. Avec Michel, il y a eu ça, puis... De père en flic. De père en flic. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir sur ce tournage-là? Un des premiers films de science-fiction québécois. C'était extraordinaire. Parce que... D'abord, c'était pas un film sur des passeurs de circulaire. Là-dedans, nous autres, on avait des personnages secondaires. On n'était pas là. Parce que c'était un film un peu de science-fiction, là, tu sais, avec les choses. Puis là, on a commencé à tourner les passeurs de ce type-là, Steve et Bozo, puis le boss, puis le jeune. Et là, Simoneau, il a fait alors, je suis en train de me tromper de film, ça marche pas tout. Fait qu'il nous rajoutait des scènes. Et c'est devenu presque les personnages principaux du film. C'était bien plate pour les autres, mais c'est devenu 3. Steve et Bozo, c'est 2 clowns célestes, dans le fond. Tu sais, c'est deux clochards célestes. Moi, j'ai toujours dit, je le dis encore, pour moi, c'est un des plus beaux rôles de Michel Côté, Bozo. Et il parlait pas beaucoup, mais il avait inventé. Il était extraordinaire. Ça doit. Oui. Puis Bozo, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça doit. Puis il y a une scène qu'on a improvisée totalement, qui n'était pas dans le scénario. Puis c'est une des scènes que j'aime le plus dans le film. C'est quand il arrive qu'on s'en va pour rentrer dans le ventre du dragon, là. Je peux dire, Steve, c'est quoi? Faut que je te dise de quoi, Steve? Je t'ai menti. Comment tu m'as menti? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, puis il parlait tout le temps de sa femme, puis moi, ma femme, prend pas ça, c'est vrai. Tu sais, ma femme, là, ouais, c'est pas vrai. Là, on part. Là, on commence à improviser les deux. Il dit quoi? Il dit c'est pas vrai, j'ai pas de femme. Puis là, on voit bien que Steve, il sait que c'est pas vrai. C'est le connaît, ouais. Puis là, j'enchaîne. Ben voyons donc, toi. Ben voyons donc. Là, je vois Simoneau qui regarde. Là, on n'est plus dans le texte. Il fait continuer. Ben voyons. Oh, ben, c'est parce que tu m'as cru. Ah ben, si je t'ai cru, Bozo, voyons, donc t'es sûr que t'avais fait. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que tu me croyais. Ben non, je te croyais. Oui, non. Et ça, là, c'est des moments magiques au cinéma. Que tu sais, que tu pars, là. Ça arrive des fois, ça arrive pas souvent, mais ça arrive des fois. Tu sais, envoyé dans le lit, maudite chanceuse, c'était pas dans le scénario, ça. T'as un flash, là, puis tu y vas, puis
Ça donne que des fois, il y a des moments magiques. On s'imagine pas que ça va arriver comme ça, mais ça arrive comme ça. Ouais. Denis, non. Tu peux pas improviser. Non. Et Christy, pas un mot. J'ai passé 3 ans à écrire ça. Toi, tu vas passer 3 mois à le dire. C'est-tu correct, ça? Oui, Denis. Pas de problème. Fait que t'as besoin de Denis. J'ai vu un acteur, m'a donné une actrice, je vais taire le nom, qui savait pas son texte. Elle n'est pas dans le film. Il l'a coupé. Alors ça, c'est pas tout ça, parce que l'humour de Denis, c'est comme ciselé au couteau. Tu sais, les phrases sont construites. C'est d'abord un grand réalisateur, mais c'est aussi un grand, et ça on oublie souvent, dialoguiste. Dans notre métier, aux États-Unis, là, il y a du monde qui écrivent des scénarios. Puis là, les scénarios sont repris par des dialoguistes. Là, ils disent, non, le personnage, il dirait pas ça comme ça. Il dirait ça comme ça. Et souvent, ça nous arrive, moi, ça m'arrive des fois de changer avec l'accord mais pas Arcan, l'accord du réalisateur, de dire, je peux-tu le dire comme ça serait mieux comme ça. Ah, OK, on va le laisser comme ça. Mais ça, Denis a ce grand talent-là d'être aussi un grand dialoguiste. Tu changes pas un mot parce que t'as pas besoin, hey, regarde les lumières, puis articule, puis le reste, ça va bien aller. C'est plus que ça, mais c'est vrai. Une autre grande collaboration, c'est avec une bébite à part un peu dans notre cinéma, c'est avec André Forcier. André. Qu'on qualifie souvent le Fellini québécois. C'est pas faux. Il y a une espèce de sens du surréalisme qui le rapproche de Fellini. Absolument. Il y a une façon surréaliste de dire les choses. Mm-hmm. J'ai fait 5 films à Babouiné, c'était quand même mon 5e film avec lui. Ouais, c'est ça. Vous aviez fait Kalamazoo, je me souviens, Embrasse-moi comme tu m'aimes. Est-ce que c'est déstabilisant comme acteur d'embarquer dans l'univers d'André Forcier? Au début, j'en revenais pas, là. Je savais pas où je m'en allais. Puis, mais maintenant, on se comprend bien, puis dans Babouiné, on s'est amusé comme des fous. Puis, on est vraiment... Votre première expérience était peut-être pas la même. J'ai cru comprendre dans Kalamazoo que vous remplaciez un peu Guy L'Écuyer, qui malheureusement est parce que décédé. Guy L'Écuyer est décédé 1 mois avant le début du tournage. Parce que ça devait être lui qui fasse le rôle. Puis lui, il venait de me voir dans le déclin. Il a fait, je vais l'appeler, lui. Et puis, au début, c'est sûr. Ça a été un tournage difficile parce qu'on tournait à Saint-Pierre-et-Miquelon en plein hiver. Et puis c'était un film d'été. Là. Moi, j'étais habillé en petite short. Puis non, c'était l'enfer. Sur un Doris dans l'Atlantique Nord avec en short, là, c'est pas drôle. Et puis, je sais pas, André, il était pas en forme. Je pense qu'il prenait un peu un coup dans ce temps-là. Puis on aurait dit qu'il était pas, qu'il croyait pas à son film. En tout cas, ça a été un tournage difficile. Mais ça reste pour moi un de mes 5 best dans ma vie. Kalamazoo. Ouais. La poésie de ça, puis la poésie de Forcier, c'est vraiment à Babouiné. Ça, c'est la première fois que dans Babouiné, je reprenais un personnage que j'avais joué dans Je me souviens, qui s'appelait Monseigneur Mador, mais là, qui était devenu cardinal Mador, qui a une obsession, c'est qu'il veut devenir pape. C'est pas donné à tout le monde, surtout les Québécois. Ça se parle encore, il y en a 2-3 là, à Rome, mais là, il est revenu. François, il est retourné sur le trône. Tout le monde pensait qu'OK, on va avoir un conclave. Ben non. Oui, fait que c'était un beau personnage que j'ai joué. J'aime son univers, j'aime ça. C'est une fantaisie que... Puis aujourd'hui, il y a beaucoup son fils François qui a écrit le scénario de Babouiné avec lui. C'était l'armoire à glace. Puis François, il est né durant le Kalamazoo. OK. Le petit bébé la citoyenneté française ou non? Le petit bébé est arrivé sur le plateau aujourd'hui, c'est une armoire à glace. Là, tu fais...
Oh boy, je suis plus de jeunesse, oui non plus. Là. J'ai connu ça le lendemain. Ça fait quand même plusieurs années que je fais du cinéma. Puis toujours, en général, les réalisateurs de cinéma sont fidèles. Ça, c'est partout. Ils sont fidèles à leurs acteurs et actrices. Le cinéma, c'est une grande famille. Puis, contrairement au théâtre, où ça change souvent, mais au cinéma, c'est pour ça qu'on retrouve les gens. Il y a toujours, tu sais, avec les mêmes acteurs qui vont travailler, puis les mêmes actrices. Puis il y a des duos aussi, cinéma américain partout en France. Puis c'est aussi, tu sais, pour moi, Steve et Bozo, c'était un beau duo. On avait plein de projets pour faire, il y avait même un projet de série télévisée. Une espèce de série de road movie, tu sais. C'est ça, c'est que... Et puis, ça a tombé à l'eau parce que l'auteur s'est désisté ou l'auteur n'a pas voulu écrire la série. Puis qu'on était bien déçus, Michel puis moi. Et puis, bon, de père en flic, ça a été une belle aventure. Ouais. Il y en a beaucoup de réalisateurs qui vous ont été fidèles. Je veux passer à des collaborations, en fait, avec des acteurs et actrices. Puis, je vais en mentionner un, peut-être, qui est moins évident là, pour ceux qui suivent votre carrière à la télé ou au cinéma. C'est Normand Chouinard. Oui, Normand. Qui est un de vos amis d'enfance également, avec qui vous avez travaillé. C'est mon grand ami d'enfance. Ouais. On a fait du théâtre ensemble à l'âge de 12 ans à l'école. Puis on est rendu dans les 70 avancés. C'est le parrain de mon fils. On se voit souvent, là. Justement, il y a une première ce soir, puis j'ai envoyé un texto aujourd'hui. Il revient au théâtre après 15 ans, fait que fallait souligner Ben oui, oui, Normand, oui. Vous avez travaillé au théâtre, surtout avec... Au théâtre, beaucoup. Beaucoup, parce que Normand n'a pas fait beaucoup de cinéma. Mais on a travaillé au théâtre, on a fait des pièces marquantes, je le dis, parce que en attendant Godot au TNM, la mise en scène d'André Brassard, c'était pour moi un grand, grand moment de théâtre. Un grand moment de théâtre. Je vais raconter parce que c'est important. Oui. On a commencé en attendant Godot, qui est un classique, bien sûr. On dit que cette pièce-là, de Samuel Beckett, depuis 50 ans qu'elle est écrite, elle est toujours jouée, tout le temps, quelque part dans le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit ça. À la Huchette à Paris, je ne sais pas si ça marche encore, mais ça a duré 30 ans, la leçon de Ionesco. Et en entendant Godot de Beckett, on commence les répétitions avec André Brassard au TNM. Et on est dans, tu sais, assez classique, là. On va monter Vladimir et Estragon, qui sont aussi deux clowns célestes. Et puis, on passe une semaine de répétition. Dans notre tête, le décor, ils venaient voir le décor. C'est la présentation du décor aujourd'hui, vendredi, les maquettes de décor. C'est pourquoi André, d'habitude, les acteurs n'ont pas d'affaires là. Le décor. Venez voir le décor. Okay. Là, on arrive là, le décor, c'est Mad Max. C'est fou, c'est complètement fou. Fait que là, on revient. Puis les gars, ben, on se regarde, pas sûr. Il dit, écoutez, on dort là-dessus. Il est vendredi, on va arrêter la répétition. Ouais, il est 3 heures de bonne heure. Non, faut que je pense. Fait que le lundi matin, on est arrivé. Puis il a dit, j'ai pensé à ça en fin de semaine, puis on fait fausse route. On essaye de monter ça comme tout le monde l'a monté, le classique. Il dit, d'abord, il n'y aura pas de décor. Hein? Pas de décor. On enlève le décor. On garde la scène vide, un rideau en arrière, puis une patère, parce qu'on en a besoin pour le chapeau, avec une branche d'arbre dessus. Bon. Mais il dit, je me suis posé la question, pourquoi j'ai demandé à Normand et à Rémi de jouer Vladimir et Estragon? Parce qu'il dit, dans ma tête, c'est vous deux dans 30 ans. Ça fait que vous êtes Rémi et Normand dans 30 ans. Et là, ça a tout changé, notre vision de la pièce. Ça a tout changé.
Puis cette année, on a fêté, pas fêté, mais on a fait une célébration pour la mort d'André il y a 2 ans, c'est ça. Et ça faisait 30 ans qu'on avait monté Godot. Et on a fait un extrait. En attendant Godot, en disant, vous voyez, il nous avait dit qu'on serait là encore dans 30 ans, mais ce soir, on va vous le jouer. L'avez-vous joué comme si vous comme on alliez avait être fait 30 ans? Non? Absolument, avec... mais c'était un extrait, là, c'était pas toute la pièce. Là. Ouais. Oui. Ben c'est ça, Normand Chouinard, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a été, on a fait beaucoup, on a travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup dans ses mises en scène aussi. Puis on a fait la Troupe des 13. On s'est connus assez jeunes, là. On avait 12-13 ans, là, tu sais. Fait que ça a été une collaboration, une amitié qui est là tout le temps. Quand sa petite fille est morte, il était là. Moi, quand mon fils est né, il avait des problèmes, il était là. Ça, c'est la vraie amitié. C'est en dehors du travail, c'est en dehors des acteurs. Je veux parler d'une autre collaboration récurrente, soit celle avec Denis Bouchard, à qui vous devez aussi votre établissement dans la région. Oui. Vous avez fait ensemble, entre autres, là, je ne les ai pas toutes listées, mais Les Tisserands du pouvoir, Scoop, La Florida, Les Invasions barbares, Testament. Je veux parler en fait d'un film qu'il a écrit et dans lequel vous jouez, Rafale, qui est un peu, je veux pas dire oublié, mais on n'en parle pas souvent de ce film-là. Un film policier, une enquête qui se passe dans une radio. Bon, moi, je travaille dans une radio, donc c'est sûr que ça me parle, mais qui était écrit justement par Denis Bouchard. Quel souvenir gardez-vous de ce film-là? J'avais pas vraiment beaucoup de texte. Non, j'avais pas un grand rôle là-dedans. Je suis venu peut-être 2 ou 3 jours. Mais je me souviens que ça se passait l'hiver. Je pense que... le souvenir que j'en ai, c'est que c'est rare qu'on tourne l'hiver, à part d'un film de forcier. Mais c'est vrai, parce qu'on tourne presque jamais l'hiver. Pour une raison bien simple, les gens pensent que c'est à cause de la température. C'est pas à cause de la température. C'est que l'hiver, les jours sont raccourcis. Alors, tu perds 4 heures de tournage par jour par rapport à l'été. 4 heures de tournage, c'est cher, hein? Fait que tu tournes de 7 heures le matin à aller jusqu'à 4 heures de l'après-midi, ça se peut pas. Mais c'est pas à cause qu'il fait froid. Parce que des fois, ça m'est arrivé, des fois des scènes d'hiver, mais tu vas faire une scène, 2 scènes dans la journée, c'est ça. Mais Denis, on est voisins à North Atlee. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'allais souvent chez lui, ça faisait longtemps qu'il vivait là. C'était au mois de novembre 95, c'est ça. Puis à un moment donné, je m'en vais passer la fin de semaine chez eux. Puis on va se promener dans le bois. Puis là, je me promène, puis j'arrive dans comme une érablière, tu sais, à côté. C'est vraiment une érablière. Ça a déjà été une érablière. Puis là, c'est tout plein de beaux feuillus, des frênes, des hêtres, tout ça. J'ai dit, c'est beau, ce terrain-là. Toi, non, tu perds moi, ça. Il dit, super moi, c'est un trésor qui appartient à l'ancien maire du village. Puis, il dit, j'y ai dit, parce que j'y ai dit à Provencher, il s'appelait Provencher. J'ai dit, si tu veux vendre, là, appelle-moi. Il dit, toi, ça t'intéresserait-tu d'acheter ça? J'ai dit, oui. S'il veut vendre, OK. Ça reste là. Il m'appelle le 26 décembre au matin, à 8 heures. Il veut vendre, il t'attend à midi. C'est parce que là, je suis étonné. Il veut vendre! Prends-toi un café, puis viens-t'en. À midi, j'étais propriétaire du terrain. Et là, j'ai dit, là, un jour, je me construirai là-dessus. Là, bon, ça va la faire. J'ai dit, comment un jour? Vas-tu attendre d'être vieux? Vas-tu attendre d'être malade? C'est là. Fait qu'on a construit cette maison-là que j'ai toujours. Et Denis, c'est ça, lui, c'est plus comme mon frère parce qu'on on se voit tous les jours. Maintenant, surtout que maintenant, il habite plus en ville, il habite à North Atlee. Fait que c'est vraiment. C'est pas qu'on est toujours ensemble, mais c'est les grands moments sont importants. Denis, il a eu bien des blondes dans sa vie, mais ça ne marchait pas tout le temps. Peux-tu te parler? Oui, viens-t'en, Denis. Veux-tu un petit gin? Oui.
C'était toujours vrai. Là, il rentrait dans la cuisine, il marchait de long à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Ta blonde de loger? Oui! Là, je le ramassais tout le temps. Mais là, il est avec la même fille, Caroline, depuis un bout de temps. Puis enfin, il a trouvé l'âme sœur, puis je suis bien heureux pour lui. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'on est toujours voisins. C'est-à-dire qu'il y a il y a un chemin. Il y a une porte chez nous qui donne sur le côté, à peu près de chez Denis. Puis tout le monde me demande, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette porte-là, pour aller dehors? J'ai dit, ça, c'est la porte à Denis. Comment ça, la porte à Denis? J'ai dit, il y a juste Denis qui utilise cette porte-là. Parce que à côté de chez eux, le sentier, il n'y a pas besoin de faire le grand tour, venir à la maison. Il passe par cette porte-là. Pour conclure ce grand bloc, quand même, je vais y aller peut-être d'une question quiz. Là, évidemment, je me suis basé surtout sur la télé et le cinéma, mais avec quel acteur ou actrice croyez-vous avoir collaboré le plus souvent? J'ai une liste de noms si jamais ça peut lancer. Dorothy Berryman, Pierre Curzi, Marie Tifo, Yves Jacques ou Marc Messier? C'est Marie. Marie. Parce qu'on se connaît, on a fait du théâtre ensemble à l'école. Puis on a joué ensemble, tout ça. Marc aussi, à cause des Boys. Les Boys, c'est 17 ans. Là. Ouais. Hein? Moi, quand j'ai commencé, ce serait le fun que j'aille une moustache. Ah, ben oui, on va trouver une moustache. Je savais pas que je l'aurais collé dans la face pendant 17 ans. La moustache, au bout de 10 ans, tu fais ça se peut-tu que Stan n'ait pas de moustache? Non! Stan a une moustache, ça se peut pas. Là. mais si, oui, Marc. En théorie, ce serait Yves Jacques. Yves Jacques, on a joué ensemble, mais pas si dans souvent les mêmes que ça. scènes, ouais. Yves, c'est moi qui ai donné sa première chance au théâtre. Parce que c'était un chanteur de rock'n'roll, lui. Ah oui? Oui, il y avait un groupe, Slick and the Outlaws, puis il était bon en sacrifice. Et il chantait du rock'n'roll, et puis à un moment donné, je suis allé voir Slick and the Outlaws, puis lui, la façon dont il bougeait, puis ça, puis je cherchais un gars dans une de mes pièces, justement, au théâtre. J'ai dit, ben, tu vas venir. J'ai jamais joué au théâtre de ma vie. Oui, mais tu vas jouer. Puis il dit tout le temps, c'est Rémi qui m'a fait monter sur une scène. Yves, on a été beaucoup avec les films d'Arcan aussi, on s'est vu souvent. Ouais, oui. On va passer au troisième bloc que j'intitulerais peut-être les succès populaires. Oui, le déclin, les invasions barbares, ça a eu une certaine renommée, mais vous avez quand même pris part à 3 phénomènes, là, je pense, dans notre culture québécoise. C'est les Boys, évidemment, La Petite Vie et les Bougons. Ouais. Pas que je veuille passer vite là-dessus. Là. J'imagine que des gens vont avoir des questions aussi, quand même beaucoup. Là, je m'étire un peu trop. Là. Ouais. Mais justement... est-ce qu'il y a un avant et un après les Boys pour vous dans votre carrière? Ah oui. Ouais? Oui. C'est si marquant que ça. Oui, parce que on est rendu, je sais pas quelle génération aujourd'hui, les gens ils peuvent regarder ça tout le temps sur des plateformes. Puis dans le temps, c'était des DVD, mais c'était plus personne que ça. Oui, les Boys, ça a été... puis on les part jeunes, les spectateurs des Boys. Il y a des jeunes qui tout de suite... Puis je me suis toujours demandé pourquoi les jeunes, les adolescents aimaient tellement les Boys. Même ceux qui connaissent pas le hockey ou le hockey de garage. C'est parce que les Boys, c'est des winners. Ils perdent jamais. Jamais. C'est des gars qui, dans la vie, ne seraient pas ensemble. Ça se peut pas. Il y a un avocat, il y a un gars qui pose des étiquettes, il y a un médecin. C'est tous des gars, c'est le hockey qui les unit. Parce qu'après ça, que la partie est finie, ils s'en vont chacun de leur bord. Normalement, ces gars-là peuvent pas être... ils seraient pas des amis. Mais quand il y a une partie puis que les boys sont là... Et ça, je pense que pour les jeunes, ça a un sens. Ça veut dire aussi... Peu importe ce qui t'arrive, tu peux gagner toi aussi. Tu peux y arriver. Comme les boys, ils vont y arriver. Et ça a duré 17 ans, les boys, si je parle des 3 séries télé, les films, 4 films, tout ça.
Puis là, on a encore un hommage à Juste pour rire, le mois de juillet. C'est Luc Guérin. Il y a moins de parties de hockey de ce temps-ci. Non, il n'y a plus de hockey. Non, là, ça, on peut plus, là. Luc Guérin avait un gag, nous avait sorti, il est tellement drôle, lui. Parce que les boys ont ri sur un plateau, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, quand t'es avec Luc Guérin, Marc Messier. Puis là, il dit... Puis là, parce que, tu sais, des fois, on disait, on va-tu sortir, à un moment donné, les boys, on va-tu faire autre chose? Avec Luc Guérin, il me dit une fois, sais-tu comment qu'on fait pour sortir? Sais-tu qu'est-ce que ça prend pour sortir des boys? J'ai dit non, un avocat. Mais c'est ça, ça a été pour nous autres aussi une belle amitié qui dure encore. On se considère très fiers, chacun d'entre nous, et comme acteur, et comme personnage, d'avoir eu la chance de faire cette série-là, de jouer ces personnages-là. C'est sûr qu'il nous en manquait un peu un gros, là. Ça a été un choc terrible. Mais bon, la vie, c'est la mort aussi. Hein. Et ça a été vraiment des beaux moments. Je me souviens quand on est allé tourner à Chamonix, en France. Lâche cette gang-là d'un village de 5000 habitants, c'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est qu'on avait, c'est ça, on avait un plaisir. On avait un plaisir. On l'a encore, quand on se revoit pour des événements là, comme ça, on est toujours content de se voir. La petite vie, évidemment, un autre phénomène qui lui aussi dure dans le temps, avec Claude Meunier et Louis Sayah, avec qui vous aviez travaillé aussi sur Les Voisins, notamment. J'ai l'impression que les années 90, c'est votre période comique, entre guillemets. Est-ce que vous vous plaisez dans la comédie plus que dans le drame, beaucoup, peut-être? Beaucoup. Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de comédie au théâtre aussi. J'ai joué du Molière, j'ai joué... oui. Puis La Petite Vie, Pogo, c'est un... Pauvre Pogo. C'est pas qu'il est pas intelligent. Non. C'est qu'il est juste 15 secondes en retard. Tout le temps. Tout le temps. Et ça fait que papa en peut plus. Mais cette relation-là, papa Pogo, mais c'était pas ça au départ. Claude, c'est beaucoup inspiré de sa famille pour La Petite Vie. Son père, c'était « Salut mon homme », ça c'est une expression de son père. Et le voisin de son père, qui s'appelait Marcel, puis quand les deux se rencontraient, « Salut mon homme », comment est-ce qu'ils vont? Ah ben, ils vont bien. Puis il avait écrit ce personnage-là de Pogo en pensant à l'ami de son père. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. À la première lecture de toutes, qu'on lit toute la gang, qu'on est là, pour au moment de parler, je fais « Salut mon homme ». Tout le monde part à rire. Puis là, Claude, il me regarde et me dit « Garde ça ». Fait que c'est là que Pogo est né, qui, pour lui, c'est comme papa, c'est son idole. Puis là, quand il est tombé en amour, ben là, je vous dis pas. Mais c'est toujours... Puis on a eu un plaisir extraordinaire d'en reprendre 6 émissions l'année dernière. Ouais. Et je me souviens quand on s'est retrouvés à la lecture, parce qu'on est tous là encore, tous vivants. On s'est retrouvés à la lecture, là, puis qu'on s'est mis à lire, là, c'était comme si on était 30 ans, La Petite Vie. Là. C'est comme si on était... On ne voit pas le temps passer. 30 ans après, on retombait dans nos tracks. Puis là, le réalisateur Pierre Séguin, il n'en revenait pas. Il dit « Caroline, là, je viens de rajeunir de 30 ans. » Mais je dis, c'est ça. Et c'est des plaisirs terribles de retrouver nos camarades aussi. Puis les Bougons, évidemment, un autre gros phénomène. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été très intense. Ouais, ça, c'est pas de notre faute. C'est parce que les auteurs étaient paresseux un peu. Oh, puis t'es tanné. Bon, t'es tanné. Pardon. Je veux dire, il y a un succès comme ça, tu peux pas là. Bon. C'était... Vous y êtes retourné au cinéma, puis même dans un bye-bye, là, mais oui. vous attendiez le bye-bye était mieux réussi que le film, en tout cas. Mais le bye-bye, ça a été... c'était très agréable de retomber.
Tu sais, vous êtes dans la télévision, puis les gens plus âgés ici vont dire, il y a eu 4 immenses succès à la télévision québécoise, puis c'est 4 familles. Les Ploufs, Quelle famille? La Petite Vie, puis les Bougons. C'est fou, hein? Ouais. C'est des hits. Hey, là, La Petite Vie, là, c'était 4 300 000 auditeurs par semaine. Ça veut dire que tout le monde qui est en âge de regarder la télévision le regarde. On n'en revenait pas nous autres mêmes, on n'en revenait pas. Tu sais, Là, ben, j'ai dit, hey, Claude, il faut bien nous en écrire d'autres. Ah non, c'est fini. Oh non, OK. Là, le producteur vient me voir, il fait, je ne vais pas détruire le décor. On sait pas. Ouais. Moi, j'aimerais bien ça que ça reprenne parce que Pogo, surtout que là, il l'a mis Alzheimer un peu, fait que ça aide pas. Pauvre lui. Ça aide pas. Mais des fois, on rit tellement, là. C'est arrivé des fois que... Parce que La Petite Vie, c'est un sitcom. Comme les anciens sitcoms américains. Il n'y a plus beaucoup de sitcoms aujourd'hui. Ça veut dire que tu as un public en studio. Alors, quand on enregistre, c'est comme une pièce de théâtre. On enchaîne. On fait pas de... On a des pauses pour changer de costume. Là, on fait une générale, comme au théâtre. La générale est enregistrée, parce que la générale est maquillage-costume. Ensuite, on fait une première représentation avec du public. On en fait une. On change de public. On sort les gens, on met un autre public. Puis on fait une 3e représentation. Ça veut dire qu'on a trois prises. Là, pour le montage, c'est mort de rire. Là, mais ça, le sitcom, c'est comme ça. C'est pas des rires en canne, c'est les gens en studio qui rient, qui sont là. Fait que des fois, ça donne une atmosphère épouvantable. Quand on est revenu, le premier enregistrement l'année passée, là, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'était pas en onde. Là. On est toujours en onde, d'ailleurs. Ça n'arrête pas, La Petite Vie. Le monde s'est levé de bout, puis je pense qu'il y a eu 3 minutes d'applaudissements. Là, on était un peu énervés parce qu'on perdait du temps. Parce que c'est le timing, hein, c'est une demi-heure, c'est 25 minutes, là, that's it. Ouais. De votre expérience, est-ce qu'un succès populaire à la télévision est plus gros qu'un succès populaire au cinéma? Est-ce qu'on vous reconnaît plus pour des rôles de cinéma ou de télévision? Ou c'est la même chose? C'est la même chose parce que d'abord, maintenant, les films passent beaucoup à la télévision. Et puis, mais c'est sûr que c'est la télévision qui a le plus large auditoire. C'est pas le cinéma. Oui, c'est la télévision. Ouais. C'est sûr qu'un personnage que tu fais à la télévision a plus de chances d'être remarqué qu'au cinéma. J'embarquerai dans mon 4e bloc qui serait les productions anglophones ou américaines ou internationales que vous avez fait, parce que vous avez partagé l'écran quand même avec des grands noms, des grandes stars hollywoodiennes ou françaises. On a vu des extraits de Charlie Sheen. Dans le même film, il y a Marlon Brando. Également, c'est le film Free Money de Dave Simoneau. William Hurt dans Very Ends War. Samuel L. Jackson, on n'a pas vu d'extrait, mais c'est dans Le Violon Rouge. Jean Rochefort, Pierre Richard. Avez-vous un jour souhaité faire du cinéma à l'international? Oui. Moi, j'aurais voulu m'établir en France, c'est sûr. Et là, c'est sûr que les invasions barbares, c'était pour moi un bon on vous a reconnu. Ouais. Et c'est fou parce que les invasions barbares, quand ça a été projeté à Cannes, l'ovation à la fin debout a duré 20 minutes. C'est pas des jokes. C'était notre distributeur américain, Harvey Weinstein, qui l'avait minuté. Pas ce qu'il devient, lui. Répond plus à ses appels. Là. Fait que c'était notre distributeur américain, puis lui, il avait pris sa main, on a dit 20 minutes, les guys. Ça, c'est rare. Et c'était The Talk of the Town, parce qu'on était en début de semaine. Puis tous les jours, je me promenais dans la Cannes, puis les Français me disaient « Ça va être vous, hein? Le meilleur acteur, ça va être vous, là. Ça va être... » Tu finis par le croire. Puis le soir, ben non, c'était pas beau par tout, c'était 2 acteurs turcs.
Puis c'était Marie-Josée Croze qui a ramassé le... D'ailleurs, elle est restée, elle, là-bas. Ouais. Puis elle a fait une carrière là-bas. Mais si j'avais pu ramasser le prix du meilleur acteur, c'est sûr que parce que ça prend ça, à un moment donné. J'aurais fait, peut-être pas en permanence, mais j'aurais aimé... Ça vous a fait une bonne tribune à l'international, d'ailleurs. Même, je pense que ça vous a mené à une rencontre avec Steven Spielberg à un certain moment. Oui. Moi, je faisais toujours des blagues. J'arrivais sur un plateau le matin. Quoi, ça va-tu aujourd'hui? Ah non, je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a? Spielberg m'a encore appelé hier. J'ai dit, regarde, j'ai pas le temps de le faire, ton crise de film. Comprends-tu, là? Ça se peut pas. Bon. Ça reste là. Un jour, mon agente m'appelle, elle dit, on vient d'avoir un appel de M. Spielberg. Il veut te rencontrer. Comme que je raccroche. Là, elle rappelle, elle dit, Rémi, c'est pas... Le téléphone vient d'Universal à Los Angeles, il veut te rencontrer à New York mardi prochain. Il glisse. Qu'est-ce que je fais? Et là, oui, on s'est rencontrés. Et il avait vu, lui, Les Évasions barbares, bien sûr, mais il avait vu un film que j'avais fait qui s'appelait Varian's War. Un film pour la télévision avec William Hurt, justement, où je jouais un général de la Gestapo française, celui qui arrêtait les Juifs et qui livrait aux Allemands. Et il y avait une scène de dîner. « Ah, vous n'avez pas l'air bien. »« Bon, non, j'ai pas mon quota aujourd'hui. J'ai pas mon quota de Juifs. » Je sais pas ce qui se passe. Puis, tu sais, il disait, j'ai pas... Il manque de Juifs, là. Il faudrait qu'on se grouille. Puis il m'avait dit, c'était un Juif, lui, Spielberg. Il m'avait dit, j'ai vu ce film-là, j'ai fait oui, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Mais c'est curieux parce que j'ai dit, mais avez-vous un personnage en tête? En fait, c'était dans Munich, celui qui a été joué par Michael Lodal, le personnage. Parce que c'est un Français. Puis est-ce qu'il dit, vous êtes capable de jouer avec l'accent français? J'ai dit oui, je peux faire l'accent français. Et puis ça a duré longtemps, ça. Il se décidait pas. Puis ça a duré presque un an. Puis on a toujours M. Girard en tête. Puis finalement, il a dit non, j'ai décidé de prendre un Français parce que je leur en dois une. Parce que quand il avait fait Private Ryan, il avait fait ça sur les plages de Normandie, puis ça a l'air que les Français n'ont pas aimé ça. En tout cas, c'est sûr que ça a duré comme ça, mais j'ai pas eu le personnage, mais j'ai eu cette merveilleuse chance de manger en tête-à-tête avec lui pendant 2 heures dans un restaurant de New York et de parler de cinéma. De parler juste de cinéma. Ouais. Tu sais, c'est quand même quelque chose. J'ai pas le choix de parler de Marlon Brando, même si vous partagez pas énormément l'écran dans le film Free Money, qui a été tourné d'ailleurs pas très loin d'ici, là, dans le coin de Mansonville, je crois, Hall Z. Qu'est-ce que vous retenez de son avant-dernier rôle? Lui, il est dans un char de police. Hein? Il était tellement énorme, M. Brando, qu'il a fallu modifier la voiture de police. Reculer le siège du passager derrière. Et là, Yves, il dit, Simoneau, il dit, moi, je suis dans lui, il vient de s'acheter un beau camion neuf. Là. The Dude, il s'appelait The Dude. The Swede. Ouais. C'était un suédois, là. Là, il baragouinait en faux suédois. C'était drôle. Fait que là, lui, il arrive avec son pick-up et il reste pris sur la traque. Il a juste le temps de sortir du pick-up. Puis moi, je suis le conducteur du train, puis je ramasse le pick-up. T'sais. Ça, c'est une take. Tu fais ça une fois. Ouais. Ça fait mal au cœur. Un beau pick-up pneu, là, tu sais, un beau GMC Sierra. Le train le ramasse. Alors, fait que moi, je sors. Là, lui, il est dans son... Il est dans l'auto, puis... Il est dans l'auto de police, puis là, il voit son truck comme ça, puis... Là, il parle en suédois, mais ça, il me voit pas. Ça fait que... moi, j'arrive devant le train, puis j'enlève ma calotte. C'est comme si j'étais au corps. Je regarde le top pick-up. I'm sorry, sir.
I'm really sorry. I didn't want it. I didn't want it. Puis là, il me regarde pas. Coupé! Là, il me dit... parce que j'avais le volant du camion dans les mains. J'avais le volant du pick-up. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'écoute pas. Il dit, Brando, faut que tu le provoques. Pourquoi? Excusez-moi, vous n'avez pas le micro. Faut que tu le provoques. Comment tu veux que je provoque Brando? Il dit, prends ton volant, là, puis crée-y un coup. Crée-y un coup de volant. Il dit, moi, il m'a crissé un coup de volant, maintenant, Brando, tu es malade, tu t'es tombé sur la tête. C'est ça, tu vas voir. Fait que là, je fais, OK. Action. Oh, sir, I'm really sorry. All my, sir. Oh, yes. Oh, you're right. La scène. À la fin de la scène, il est venu me voir, me serrer la main. Il a dit, good scene. It was a pleasure. Thank you very much. C'est la seule fois que je l'ai vu après ça. J'ai maudit un coup de volant, ben, on peut dire ça dans la vie. Mets pas ça dans un CD. Ils vont dire, regarde, là, il en beurre, il beurre ben trop épais. C'est toutes des choses comme ça qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui va arriver sur le plateau. Parce que j'ai lu quelque part que c'est un grand cinéaste, je ne me souviens plus lequel. Je pense que c'est Fellini ou quelque chose comme ça. Ton problème sur un plateau de cinéma, ça devient ton plus grand défi. Et c'est comme ça qu'il faut voir ça. On trouve, tu sais, toujours des... Je prends toujours l'exemple du premier film de... Ben non, pas le premier film, deuxième film de Spielberg, parce qu'on en a parlé de ça tous les deux. Le requin dans Jaws, qui avait été construit à coups de millions, le requin, là. Puis il avait été testé dans une piscine à Los Angeles, hein? Puis quand le requin arrive à Nantucket, c'est dans l'eau salée. Alors là, je te dis pas, tous les circuits ont pété, il n'y a plus de requin, il n'y a plus rien. Puis Spielberg l'appelait Bruce, le requin, parce que c'était le nom de son avocat. Là, ils savent plus quoi faire, puis là, lui, c'est son premier gros film, là. Il a fait Duel avant, mais ça, c'est un téléfilm. Ouais. C'est son premier gros film. Puis les producteurs font là. Puis il raconte ça dans son livre. Et Spielberg. Là, ils font venir Spielberg. Là, t'es en train de nous dire qu'on fait un film sur un requin qui mange du monde, puis qu'on n'a pas de requin. C'est ça? Veux-tu que je t'écrisse dehors en fin de journée ou tout de suite? Et c'est là que le directeur photo a eu une très bonne idée que je trouve géniale. Et c'est là que ton problème devient ton plus grand défi. Il dit, moi, je vais me mettre à la place du requin. Fait qu'il s'approche, t'as avoué la fille dans l'eau, puis tu vois la caméra qui s'approche, puis il est à la place du requin. T'as peur pour mourir. Mm-hmm. Tu le vois pas, le requin? T'as pas besoin de le voir, le requin? Puis là, John Williams, il écoute ça, puis il fait... Je sais quelle musique je vais mettre là-dessus, mais c'est un extrait de l'Oiseau de feu de Stravinsky. Dum 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 dum. Puis là, le requin, ça va. Fini. Pas besoin de requin. Là, on le voit à un moment donné dans le bateau, là, quand il monte dans le bateau. Mais c'est tout. Il n'y a jamais eu de requin dans Jaws. Je trouve ça extraordinaire. Le cinéma, là, c'est extraordinaire. Je veux parler, c'est pas un film international, c'est un film québécois, mais qui est probablement celui qui a le plus rayonné à l'international. C'est Incendie de Denis Villeneuve, qui d'ailleurs est ressorti là, pour le 15e anniversaire de sa sortie. Oui. Retenez-vous quelque chose de particulier d'avoir travaillé avec Denis Villeneuve? C'est la seule fois? Ben pour moi, c'est le deuxième Denis Arcand. Je veux dire, c'est comme, je les compare beaucoup par leur talent d'abord, mais aussi par sa façon de travailler. C'est Denis Arcand, c'est calme, c'est un plateau, on ne s'énerve pas. Y a-t-il un problème, on va le régler. Denis, c'est pareil, Denis Villeneuve. Ce que j'en retiens beaucoup, c'est que moi, j'ai vu la pièce 2 fois, la première version puis celle qui vient d'être jouée, là. Et le notaire dans la pièce, c'est un rôle comique. Très drôle.
Et puis j'ai demandé à Wajdi pourquoi. Ben Wajdi m'avait dit, Wajdi Bouawad, l'auteur, a dit, j'avais besoin de quelque chose pour slacker l'atmosphère un peu. C'est tellement effrayant, c'est ça. Fait que j'ai dit, c'est ça. Fait que quand je lis le scénario de Denis Villeneuve, là, il est pas comique pas tout. Il est même très sérieux, il est même très, très à son affaire. Mais j'ai dit pourquoi. Il dit non, moi je le veux complètement différent, le notaire. J'ai vu qu'il soit. C'est comme le père de ces deux enfants, là. Puis il va y aller au Liban. Ça se passe au Liban, mais on a tourné en Jordanie. Il va y aller avec les jeunes là-bas. Il va les guider là-dedans. Puis finalement, je pense que c'est un bon choix aussi. Les deux sont possibles. Mais moi, je me disais, hey, c'est le fun de m'avoir le rôle comique du film. C'est pas ça pantoute. C'est pas ça. Ça m'a pris une journée pour me faire à l'idée. Ça a marché. Ben, j'ai reçu une lettre de la Chambre des notaires, c'est pas des farces. Le président de la Chambre des notaires qui nous a dit « Merci, M. Girard, vous avez joué le personnage exactement comme on est. C'est comme ça qu'on est. » Parce que moi, j'ai fait du droit. Et en droit, ben, les notaires aussi, ils font un cours de droit. Puis, il y avait toujours les gars qui allaient devenir avocats un petit peu condescendants par ceux qui voulaient devenir notaires. Ah bon, tu veux être notaire? Alors que ça a été Incendie, ça a été un beau... c'est vraiment un très beau film. Ben... On n'est pas des mêmes moyens non plus avec Incendie. Les scènes sont extraordinaires. Puis tourner en Jordanie aussi, c'était une belle expérience. Je vais quand même rester 2 semaines en Jordanie, là, moi. J'ai lu que vous étiez un grand fan de littérature science-fiction, notamment aussi oui. de Dune. L'avez-vous courtisé pour un rôle dans Dune? Non, mais je trouve que j'ai vu toutes les versions de Dune à la télévision. Il y a eu une série télé. Et je trouve que celle de Denis Villeneuve correspond vraiment aux 6 romans que j'ai lus 3 fois. Quand même. Fait que pour moi, ce que Denis a fait, c'est ça. Dune. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment l'atmosphère En fait, c'est pas de la science-fiction, c'est de la sociologie-fiction. Ouais. Dans Dune, il y a comme une société qui fonctionne, matriarcale. Hein? C'est les femmes qui dirigent. C'est Bene Gesserit. Et pour moi, ça avait été une révélation. John Herbert, ça avait été une révélation. Puis je trouve que ce que Denis a fait dans Dune, les Fremen, c'est ça. Les hommes du désert, c'est ça. Puis Timothée Chalamet, quand même. Ouais. Je terminerai peut-être avec une question très générale. Est-ce qu'il y a une rencontre, justement, dont on n'a pas parlé, qui vous a aussi marqué avec quelqu'un d'international? Est-ce que vous avez un idole? Jean Rochefort. Jean Rochefort. Jean Rochefort, c'est devenu un ami. Jusqu'à sa mort. Ouais. Quand j'allais en France, tout ça, qui venait. Jean Rochefort, là, sur Amoureux fou. Amoureux fou, le film n'a pas tellement marché. Mais ça a été une belle rencontre. Puis je le connaissais, je le voyais dans le cinéma. Et puis ça a été... on s'est tout de suite entendu. Puis à Richard aussi, on s'est bien entendu. La comédie, ça aide à ça. Parce que quand tu joues de la comédie, tu dois te fier sur ton partenaire. Tu peux pas faire ça tout seul. Ou tu es humoriste. Bon. Mais si t'es pas tout seul, c'est à 2 ou c'est à 3. Et puis tu dois te fier sur ton partenaire, puis tu dois le trouver drôle aussi. Et ça crée des liens. C'est sûr que ça crée des liens. Parce que cette drôlerie-là, quand on se met à faire des blagues sur le film, on les fait en dehors du film, tu sais. C'est ça l'atmosphère. Jean, ça a été, pour moi... il disait... Parce qu'il disait, il trouvait que c'était immense ici, le territoire, tu sais. Puis à un moment donné, on a tourné au lac Nomineng. C'est gros, le lac Nomineng, dans le nord. Alors, c'est incroyable. Alors, le lac, ça n'a pas de sens. Alors, c'est immense. Ah non, ça, Jean, c'est le petit lac Nomineng. Parce que le grand lac Nomineng, c'est pas vrai. Et ça, c'est le petit. Oh, c'est pas possible.
Fait que, il dit, tu viens d'où, toi? Il dit, j'ai dit ça, je viens du Saguenay-Saint-Jean. C'est un accent différent. Tu sais, l'accent du Lac-Saint-Jean est différent du Saguenay, mais c'est aussi différent de Québec-Montréal. Ah, tu peux me parler avec ton accent, hein? J'ai dit, oui, certain. Salut, Jean! Coudon, vas-tu venir à paix cette année? Parce que là, lourd, là, t'as plus besoin d'avoir peur, on l'a tué. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, là? On s'amusait comme ça. Ça a été une belle rencontre parce que j'ai toujours admiré cet acteur-là. Et d'avoir la chance de jouer avec lui, c'était pour moi un cadeau exceptionnel. Ouais. Je l'avais vu à la télévision. En tout cas, il a joué un personnage que j'en revenais pas. On va passer au dernier bloc qui est un peu plus court. En fait, c'est un bloc de questions en rafale. Donc, je veux que vous me disiez le premier film ou la première chose qui vous vient en tête. Dans quel film québécois auriez-vous aimé jouer? Mon oncle Antoine. J'étais trop jeune. Ouais. C'est ça. Lequel de vos rôles ou de vos films mériterait d'être redécouvert? Moi, Stan... Ben là, ils vont faire la pièce. C'est un autre qui joue. J'ai bien hâte de voir ça. Parce qu'il ne fera pas ce que j'ai fait. Puis ça va être... je pense que je vais aimer ça d'avance parce que ça va être un autre acteur qui va le reprendre avec ses affaires avec lui. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais pas. Mais c'est la moustache, ça allait aussi avec le style du personnage. Les cheveux longs, c'était, écoute, tout un numéro. Hein. Combien de films regardez-vous par année, à peu près? Peut-être une vingtaine, oui. En salle, le plus souvent, mais j'en regarde beaucoup à la maison, là, sur le grand écran, oui. Je vois à peu près tout ce qui sort là, de nouveau, là, puis j'aime bien ça, le cinéma. Ouais. C'est normal. Ouais. Quelle a été la plus longue pause entre deux tournages? Vous avez tellement été occupé que... Tu veux dire, combien de temps entre... votre plus longue attente entre deux projets, disons? C'est cette année. Ah oui? Oui. Au début? C'est cette année. Ouais. Non, j'ai jamais... Parce que là, cette année, j'ai un projet qui s'en vient avec Denise Robert, mais ça va prendre un certain temps parce que là, je viens de tourner avec Juste Xavier. Là, Stéphane Roy. Oui. Et puis là, avant que je puisse tourner un autre film, ça va être en l'automne. Okay. Ouais. Quel est votre film préféré des Boys? Le premier. Parce que là, tout était nouveau, puis on découvrait ces personnages-là, puis c'était... Parce que le producteur, Richard Gaudreau, il joue au hockey, il jouait du hockey de garage. C'est lui qui a eu cette idée-là de dire je vais prendre une équipe de hockey de garage, puis je vais y faire monter jusqu'au grand championnat. Qui était, de la distribution des Boys, qui était le meilleur joueur au hockey, justement? Il y avait Patrick Labbé, qui était très, très bon. Le fils de Richard, l'aîné Gaudreau, c'est lui qui faisait toutes les scènes de hockey sur la glace, il mettait tout ça en place. Les buts, répéter les buts, l'affaire. Okay. La majorité des gars jouaient au hockey. D'ailleurs, c'était une condition sine qua non. Il fallait que tu saches patiner. Tu sais, moi, je ne sais pas patiner. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? Non, tu n'as pas que ça, tu vas faire la cause. Pas de temps dans du bain. Mais c'était... parce que quand on faisait une scène de hockey, des fois, ça pouvait durer 10 jours là, de hockey sur la glace. Une fois, on avait tourné avec les légendes, tu sais. Il y avait Lafleur, il y avait toute cette gang-là. Eux autres, tu sais, quand ils jouent une partie de hockey, les Canadiens, ils sont 2h30 en patin, pareil. Là, il était 12 heures par jour en patin, il n'était plus capable. Puis là, on recommençait tout le temps. Voyons, on vient de la faire, Carlis! C'est qu'il ne faut pas recommencer. Oh, ils n'ont pas aimé leur expérience. Capable, les gars. Êtes-vous capable de dire quel est votre film préféré?
Ou vos films préférés, peut-être? Mes films préférés. Moi, j'ai toujours bien aimé Spielberg. J'ai toujours été. Puis au Québec, comme je dis, moi, c'est mon oncle Antoine, ça a été là. Et le tout dernier, celui de Sophie Desrapes, Berger. Berger, là, accrochez vos trucs. C'est quelque chose. Ah ouais. Là, je suis en train d'en voir, et c'est aussi, c'est pas pire, là. Ouais, hein? Ouais. Vous souvenez-vous du premier film que vous avez vu au cinéma? Oui. C'était c'est Ben Hur. Ben Hur? J'avais 9 ans. J'avais 9 ans. Puis ma mère m'avait dit, j'ai pas le temps d'y aller avec toi, tu vas amener ta soeur. Puis on restait à Sainte-Foy, puis c'était à l'Empire, à côté de la basilique de Québec. C'est pas compliqué. Tu prends l'autobus en avant de la maison, tu dis au chauffeur, tu débarques en avant du cinéma, puis papa va aller te chercher après le film. Parce que fait que c'est ça, c'est Ben Hur. Je suis rentré dans le cinéma, puis j'ai vu ça, moi, Charlton Heston, des courses de char, j'ai capoté ma rêve. Quand tu vois ça à 9 ans, là, c'est quelque chose. Là. C'est une des premières grandes productions aussi, ce qu'on appelait les péplums, là, les films... romains ou bibliques. En jupe courte, là. En sandales, puis... Ouais. Il y a eu César et les Romains aussi, ça marchait très fort. Non, mais je les aimais. Moi, j'étais un grand fan des groupes québécois, les Sultans. J'allais voir le show. Mon fils aussi, il aime beaucoup ces chansons-là des années 60. Quel rôle aimeriez-vous avoir joué? Ou que vous aimeriez jouer un jour, peut-être? Voyons, le maire de Montréal, Camillien Hood. Ah oui? Mais c'est plus un personnage pour Pierre Lebeau. Ah oui? Mais Camillien Hood, j'aurais aimé ça jouer ça. Il était pas pire, lui. C'était méchant, lui. Il partait le matin de son appartement, puis il s'en allait à l'hôtel de Ville à pied. Parce que le monde le savait, le monde l'attendait sur le trottoir. Ah, Camillien, peux-tu m'arranger mon affaire? Je disais, ouais, qu'est-ce que t'as pas là? Il faisait toute sa cour comme ça avant de rentrer au bureau de la mairie. C'est lui qui a rentré le CN dans la ville de Montréal. Personne ne voulait avoir une gare centrale dans la ville de Montréal. Il s'est battu comme je sais pas quoi, mais c'est important qu'on ait un train. Si boire, tu sais. Mais là, il disait, on va pas rentrer ça dans le... Ben oui, on va le rentrer dans la gare d'aujourd'hui. La gare centrale, c'est lui. Mm-hmm. Regardez-vous vos films? Non. Non. Je les vois le soir de la première, puis that's it. Ça, j'ai jamais... Même, je regarde pas non plus mes émissions de télévision. Sauf La Petite Vie, ça, c'est parce que je trouvais ça drôle. Mais je me regarde pas. Je me regarde pas souvent. Mm-hmm. Avez-vous un plaisir coupable au cinéma? Un film, je sais pas, un type de film ou un genre de film ou Ah mon Dieu, oui, il y en a, mais attends, non, il me vient pas, là. Mais j'en ai. Et la dernière, c'est quoi le secret de votre longévité, la longévité de votre carrière? J'ai commencé jeune, oui. J'ai commencé quand même assez tard. J'ai commencé ma carrière professionnelle à 23 ans. Je sais pas, c'est difficile à dire. C'est des choses que tu peux pas prévoir. Puis, je sais pas, je suis arrivé dans un moment où, puis avec il y a eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la chance de jouer dans des films qui ont marché au départ, mais c'est pas juste une question de chance, notre métier, c'est une question de travail aussi. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance aussi de jouer des personnages totalement différents. On l'a vu à soir, il y a une différence entre Pogo puis... mais ça, j'en reviens pas moi-même. Je viens encore de tourner un film là, il y a 3 semaines, là, j'en reviens pas. Avec des jeunes. J'ai rendu ma 3e génération de réalisateurs. Il faut le faire, là. Le vieux, il est pas pire. Ben, c'est ce qui mettrait fin au grand entretien et qui amorcerait peut-être la période de questions. On a un micro qu'on peut passer. Je ne sais pas s'il y a un courageux, une courageuse qui voudrait se risquer à une question. Ouais, juste. Non, ça va. Juste ici, monsieur. Ouais. On va tester le micro sans fil. Puis on va espérer qu'il y a de la batterie. Ah, je n'ai déjà eu un micro de même aussi. C'est bon, il est ouvert. Non.
Ça s'appelle Juste Xavier. Oui. C'est un père de famille et une mère. Qui joue, ma femme, c'est France Castel. Il y a 3 filles, 3 belles filles, puis il y en a une qui a décidé de devenir un homme. Et on joue ça avec un vrai trans. C'est pas un comédien. C'est un gars qui était une fille avant. Et c'est le party de Noël. Puis lui arrive pour la première fois. On ne l'a jamais vu depuis qu'il a eu son opération. Et là, vous imaginez que le party de Noël ne se passera pas si bien qu'on pensait. C'est drôle, mais en même temps, il y a quelque chose de vrai là-dedans, tout ça. Surtout qu'avec Alexis, il nous a montré des photos quand il était fille, là. Et, puis c'est pour lui, puis j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que dans le film, ça ressemble à ce que tu as vécu? Il dit, exactement. Surtout que sa mère. Monsieur, qu'est-ce que vous attendez d'un rôle? Ce que j'aime d'un personnage, moi, c'est ses défauts. C'est ça qui m'intéresse. C'est ses défauts. C'est pas ses qualités. Parce que c'est par les défauts qu'on se met en fragilité, puis qu'on le met en relation avec les autres. Quand tout est parfait, ça va bien, il n'y a pas d'histoire. Tu sais, on dit souvent, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais ça a quelque chose de vrai. Et c'est dans l'adversité qu'on se révèle pour vrai. Et c'est ça. Moi, tu sais, j'ai des personnages qui ont été, qui avaient des gros défauts, puis ça, puis j'étais, j'aimais ça. J'aime ça, jouer ça. Mm-hmm. Oui, oui. Une question là-bas? Oui. Bonsoir. Je ne savais pas que vous aviez écrit. Comment ça vient l'inspiration? C'était quoi votre processus d'écriture? Oh, j'écris plus maintenant, mais j'ai déjà écrit des pièces de théâtre, oui. J'écrivais souvent avec Normand Chouinard. On se relançait à 2. J'écrivais des comédies. Et c'était fait pour des théâtres d'été. Puis ça marchait. Il y en a qui ont marché assez bien. J'avais écrit une comédie qui avait très bien marché. Ça s'appelait Le Grand Gala. Un gala télévisé, en fait, ce que je connais le plus dans la vie. La première partie de la pièce, c'était la répétition, dans l'après-midi. Puis la deuxième partie, c'était le gala lui-même. Ça se passait pas comme on pensait. Il y avait, écoute, Benoît Brière, il y avait Martin Drainville, tu sais, c'était une gang de fous, là. Puis là, dans l'après-midi, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on dit, bon, là, on fait ça pour placer la caméra, alors fais ton numéro. Lui, il faisait un numéro de gymnastique au sol, Martin. Puis, bon, t'as pas besoin de le faire pour vrai, là. T'as juste à nous montrer où tu vas être, puis on va arranger comme un 40-50. Oui, alors, j'ai fait, il fait russe, là. J'ai fait comme ça ici, que j'ai fait comme ça, après j'ai fait comme ça. Après j'ai fait comme ci, et après j'ai fait comme ça, et puis après j'ai fait comme ça, ça. Et ici après j'ai fini comme ça. Voilà. Bon, c'est bien, parfait. Alors à ce soir. Et là, mesdames et messieurs, le grand acrobate, là, il rentre sur scène, puis là, je fais comme ça, et puis après, j'ai fait comme ça. Et puis, je fais ici comme ça, et après, j'arrive comme ça, et je dis, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui est en train? On a eu du plaisir à faire ce spectacle-là. Tout le monde arrive en retard à la répétition, c'était à Kinsey Falls. Hein? Puis chaque acteur rentrait, puis actrice, puis disait « Bon, tu que c'est loin, Kinsey Falls. » Là, ils m'ont dit « Tourne à gauche, rendu là, les lumière rouge, je l'ai même pas vu. » Puis tout le monde rentrait « Bon, tu que c'est loin, Kinsey Falls. » Ah non, on a eu un plaisir fou. Puis à un moment donné, Benoît Brière... Lui, il faisait le gars d'IATC, le chef mécano, chef technicien du show, d'éclairage. Puis syndiqué au bout, ça allait bien ses affaires. Là, regarde, qu'est-ce que tu fais? Là? On a besoin que tu déplaces le projecteur, ça marche pas, faudrait que tu le déplaces, là. Hey, relis ta convention, Paca. Moi, je déplace pas le projecteur, c'est pas là pour ça. C'était tout le temps comme ça. Alors, lis ta convention, Paca. Fait qu'à un moment donné, on dit, coudonc, il manque un acteur, il est pas là, répétition, tout ça. Vas-y donc, toi, tiens, fais semblant que tu reçois un prix. Benoît, là, il est tellement incroyable. J'ai enseigné à l'école, en plus.
à l'école de théâtre. Puis là, il rentre, puis... Ah ben là, je ne m'attendais pas à ça, pas à toi. Là, il pense qu'il gagne pour vrai. Lui. Une répétition, il ne sait pas ce que ça veut dire. Là, on est là, tout mal. Non, écoute, non, c'est pas parce que t'as pas gagné, c'est que... Oh non, merci, il part avec le trophée. Non, ça avait très bien marché. On faisait des spectacles comme ça qui avaient rapport un peu à ce que les gens vivaient dans la vie de tous les jours. Mm-hmm. Une autre question? Derrière? Mais en fait, j'ai un petit partage que j'ai envie de vous faire, M. Gérard. Merci d'être ici. Moi, je suis montée sur scène il y a 35 ans pour la première fois. J'ai joué La Déprime. Oh! C'est vrai, on n'a pas parlé, là. En compagnie de quelques amis comédiens de la troupe du Cégep, on a monté La Déprime avec la troupe des ambigus du Cégep. Donc, c'est bien. Si vous avez envie de nous dire un petit mot à ce propos de... La déprime, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis arrivé à Montréal en 80 et je suis avec Denis Bouchard, Julie Vincent, qui était ma blonde à ce moment-là. Là, on n'a rien. On n'a rien. On ne sait pas quoi faire, on n'a rien. Puis moi, j'avais monté des créations, je vous l'ai dit, dans mon théâtre. Et puis, j'ai commencé à sortir avec Julie, puis moi, je restais encore à Québec. Fait qu'on était toujours au terminus voyageurs, tout le temps. Là, on prenait un autobus, puis ça. Et puis là, à un moment donné, on a eu un flash, tout le monde. Puis là, je sais pas qui a dit ça dans la gang. Hey, une journée au terminus voyageur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, OK. Dans des primes, il y a 52 personnages. On était 5 pour jouer ça. Les changements de costume en réplique, je peux vous dire que ça y allait au dos. 50 personnages, oui. Puis tous différents. Puis il y en a qui revenaient. Je me souviens, une fois, je sortais, je faisais un garde de sécurité, puis je sortais un personnage, et puis il arrivait dans mon dos, le même acteur, en regardant ce qui se passait. Ça veut dire que c'est des changements. Le show, il était en coulisses, d'ailleurs. C'était... parce qu'on a joué ce spectacle-là pendant 3 ans, près de 400 représentations. Et quand on arrivait dans une salle n'importe où, il n'y a personne qui touchait au costume. C'était nous autres, les acteurs. Normalement, ça ne se fait pas. Il y a des habilleuses. C'est les acteurs qui plaçaient les costumes en coulisses. Il fallait que le code soit placé sur un crochet de telle manière, parce que tu as 15 secondes pour prendre ton costume et te le mettre sur le dos. Mais ça a été un gros hit. Et c'est encore parce que beaucoup d'écoles le reprennent. Parce que quelqu'un qui donne des cours de théâtre, mettons, à des jeunes, tu sais, il y a 50 personnages dans la pièce. Nous autres, on était 5 pour les faire, mais tu peux avoir... Moi, j'ai vu des troupes de théâtre, troupes dans le nord de l'Ontario, il y avait 50 acteurs sur scène qui ont fait chacun des personnages. Ça aussi, c'est fascinant. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui monte un show de théâtre, c'est sûr que La Déprime, là, il peut avoir bien du monde, puis tu sais, c'est trippant. Puis tout le monde sait c'est quoi un terminus d'autobus, là, on sait à peu près tout comment ça marche. Il y avait une question, il y avait 2 mains levées, même, je pense. Je les vois plus levées, mais je vais... Oui, vas-y. Vous avez dit que M. Arcand, il écrit pas mal tout le temps. Mais vous avez dit que vous n'êtes pas sûr s'il écrit. Pourquoi vous ne lui demandez pas? J'y demanderai pas ça, parce que j'ai l'impression de ne pas me mêler de mes affaires. Mais je ne le sais pas. Moi, je pense qu'il écrit, là. Je ne sais pas s'il va accrocher ses patins. Là. Je ne penserais pas. Parce qu'il est encore en pleine forme. Un bon pied, bon oeil, 81 ans. Puis, je ne suis pas sûr qu'il va retourner, mais en tout cas, on verra bien. Mais tu sais, je veux dire ça, entre 2 films d'un auteur, c'est toujours la même chose. Il se passe au moins 4 ans. Hein. C'est... Ça serait le fun, Make Québec great again. Ouais. On verra. D'autres questions? Oui, devant. On a évoqué un peu question dialogue dans les films. Puis, je me permets, il me semble que les films québécois ont une tendance à avoir peu de dialogue. Il y en a plus maintenant. Oh, ça dépend des auteurs et des scénaristes.
Arcan, on a toujours dit qu'il était très bavard. Même aussi Forcier. Non. Mais Louis Saya a écrit pour le cinéma aussi. Oui. Il y en a eu beaucoup. Mais oui. Moi, j'ai pas compris pourquoi le déclin, parce que peut-être que c'était nouveau, tout ça, parce que normalement, le silence au cinéma, c'est l'essence même du cinéma. Le silence puis l'écoute. Tout le monde disait, un film comme Le Déclin, il y en a peu qui disaient, non, c'est bien que trop bavard, ça ne marchera pas. Ça a fonctionné du tonnerre de Dieu, tu sais, mais le silence est important au cinéma et souvent, c'est là qu'on retrouve les beaux moments. Là. Ouais. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Oui? Est-ce que vous avez aimé participer à Maurice Richard? Ça, oui. Ça, il paraît que le documentaire sur lui, là, c'est génial. Il faut aller voir ça, je ne l'ai pas vu. Moi, c'est Binamé qui m'appelle. Il dit, tu vas jouer le barbier de Maurice Richard, qui existait pour vrai. Le personnage existait pour vrai. Sa famille était dans la salle le soir de la première. Lui est décédé, M. Bergeron. Mais les Bergerons étaient dans la salle. Là. J'étais nerveux à 6 bols, je jouais le père, tu sais. Et il dit, c'est juste que c'est 2 jours de tournage. Ouais, ben là, je sors d'un gros film. Là. Enfin, non, je le sais, là, tu vas pas te mettre à faire 2 jours de tournage d'un film, mais je t'envoie le scénario, puis lis ça. J'ai lu ça, puis je l'ai rappelé le lendemain. Moi, je veux jouer ça. Je veux jouer le barbier. Pour une chose bien importante, c'est qu'on est juste après l'émeute du Forum. Il a été chassé de, je ne sais plus pour comment de game, là, par notre bien-ami Clarence Gamble. Et il est déprimé tout ça, puis moi, je suis son barbier. Puis c'est vrai que M. Bergeron était le barbier de Maurice. Puis il dit une chose, à un moment donné. Puis il dit, moi, tu sais, puis il pense vraiment mettre fin à sa carrière, Maurice. Puis il dit ça. Puis là, Bergeron, il dit une affaire, Maurice, toi, t'es un gagnant, Maurice. Puis nous autres, les Québécois, là, on a besoin de gagner de temps en temps. Quand même, ce serait juste dans le sport. Puis là, il m'écoute, puis il fait, OK, moi, il pensait. Juste pour cette phrase-là, j'ai dit, il va le faire, le personnage, parce que c'est là, on est ailleurs, là, tu sais, Puis c'est tous des personnages qui ont existé dans le film, tu vois. Ça, il y a une grosse tempête de neige pendant de tourner ça, le 14 juillet, il faut le faire. La magie du cinéma, encore une fois. Une dernière question, peut-être? Ben voilà. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre générosité. Vous en donnez beaucoup. Veuillez vraiment à applaudir chaleureusement. On n'a pas besoin. Moi aussi, je vous applaudis. Bravo. Bravo. C'était une belle rencontre.